C'est bon, on est pas mal. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à Laure et à Denis pour qu'ils se présentent, notre partenaire Compte à France. Je laisse commencer Laure, du coup. Allez, bonjour, donc Laure, je suis chez Compta France en tant que directrice de mission. On est basé sur Bourges et ça fait maintenant presque 10 ans que je fais partie de l'équipe. Voilà, alors je suis plutôt spécialisée dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises, tout secteur confondu et toute activité confondue. Voilà, Denis, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis pas trop bien cadré déjà, enfin ça vient du contre-jour. Je suis à Compta France également, je suis à 10 mètres du bureau de Laure qui vous parle. Je suis spécialisé dans la création et la reprise d'entreprises pour le cabinet depuis maintenant 4 ans. Je travaille sur les bureaux de Bourges, Aubigny, Saint-Florent et également le bureau de Saint-Amand qu'on vient d'ouvrir au mois d'avril. Merci à vous deux. Je suppose que je peux lancer la présentation, Laure. Tout à fait. Hop. Vous allez me dire. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Super. Impeccable. Tu me dis quand positionner et quand faire les transitions. Donc, du coup, bah, tu peux passer la première. Donc, on va voir en 4 parties. Alors, on va passer, vous verrez, le support est assez complet puisqu'il y a 52 diapos. L'idée, c'est que vous ayez quelque chose de complet à la sortie. On ne s'attardera pas sur l'ensemble des diapositives, mais ça vous permet d'avoir après un support assez exhaustif. Donc, on va déjà regarder les différents types de sociétés qu'il y a, mais je dirais que pour choisir son type de société, bah, c'est forcément en corrélation avec le statut fiscal et le statut social du dirigeant. Donc, on abordera également ces 2 points et on finira par la micro-entreprise qui est, bah, je dirais, qui est un régime un petit peu à part. Voilà. Donc, tu peux passer, Anthony. Hop. Donc, les sociétés, on va voir les critères de choix. Tu peux... Ah oui, je vais faire ça. Donc, vous verrez dans les symboles, donc le I, c'est l'entreprise individuelle, le URL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité, la SARL, c'est la société à responsabilité, la SAS, c'est la société par action simplifiée, la SASU, c'est quand on est unipersonnel. Donc, on ne parle plus de l'EIRL puisque celle-ci a été supprimée depuis le 15 mai 2022. Donc, il n'y a plus le régime de IRL n'existe plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise individuelle? Une entreprise individuelle, c'est un entrepreneur qui est tout seul et qui prend lui-même toutes les décisions et qui peut embaucher des salariés. Il n'y a pas besoin d'avoir un capital minimum et on a les pleins pouvoirs pour diriger. Au niveau de la responsabilité des associés, il y a une nouveauté qui est rentrée en vigueur au mois de mai 2022, c'est-à-dire qu'avant, il y avait pas de séparation entre le patrimoine personnel et professionnel du chef d'entreprise. Maintenant, on scinde bien les biens personnels et les biens professionnels. Au niveau de l'imposition des bénéfices, vous êtes imposé à titre perso sur le résultat de l'activité et non pas sur une rémunération, puisqu'on considère que l'ensemble du résultat, c'est votre rémunération. C'est pareil pour le statut fiscal et sur le statut social pour les calculs des cotisations sociales. Donc là, c'est ce qu'on dit, hein, on reprend, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que depuis le 15 mai, l'EIRL, elle a disparu et que l'entreprise individuelle, elle a un nouveau statut qui protège mieux le chef d'entreprise exploitant individuel. Loïc, j'ai bien vu votre main levée. Hop, on attend juste la petite présentation du début et puis je prendrai des moments pour que vous puissiez tous intervenir. Donc l'entreprise individuelle, c'est comment on Oui, fait? allô? C'est une personne physique Oui, hein, qui peut créer une seule entreprise individuelle. On ne peut pas avoir plusieurs entreprises individuelles. La création, c'est assez simple puisqu'il n'y a pas de capital social, il n'y a pas de statut. On a juste un formulaire juridique à déposer à la Chambre des métiers ou au greffe et ça y est, c'est parti. Donc, la distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. Donc, qu'est-ce que le patrimoine professionnel? C'est tous les biens qui sont nécessaires pour l'activité professionnelle du chef d'entreprise.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de liste précise. C'est-à-dire que le législateur, il n'a pas dit ça, ça rentre dans les biens professionnels, ça rentre dans les biens personnels. Donc, du coup, on attend un décret du Conseil d'État pour donner un petit peu plus d'informations. Et par différence, tout ce qui n'est pas du bien professionnel et du patrimoine privé. Voilà. Donc, l'entreprise individuelle, après, elle a des obligations à respecter. Hein, donc, il y a une comptabilité à tenir de manière régulière, puisqu'il faudra établir des comptes annuels chaque année et établir également des déclarations de TVA. Alors après, mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon l'activité. Il n'y a pas de dépôt des comptes au greffe quand on est une entreprise individuelle et il n'y a pas de publicité. Voilà pour la partie entreprise individuelle. Sur la partie entreprise unipersonnelle à responsabilité, donc là, on est sous forme de société. Donc, ça nécessite d'être au moins un seul associé. Donc, c'est plutôt facilement le cas quand on crée sa structure en EURL, c'est qu'on veut être associé. Il y a un capital social qui, maintenant, le minimum est 1 euro, donc il n'y a plus vraiment de minimum. Hein. Le chef d'entreprise est un gérant personne physique. Et la responsabilité, elle est limitée aux apports. C'est-à-dire que si vous avez un capital de 2 000 euros, votre responsabilité, elle est limitée à ces 2 000 euros apportés. Le résultat, il est soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon l'option choisie. Et on a un régime fiscal du dirigeant qui, en fonction de l'impôt, soit l'imposition et le résultat, soit les rémunérations versées. Et on est soumis aux cotisations sociales TNS, donc auprès de l'URSSAF, ex-RSI. Donc, la SARL, il faut être au moins 2 associés. Les règles, après, je dirais, de capital minimum, de responsabilité sont les mêmes que pour le URL. Par contre, la SARL, elle est de principe à l'impôt sur les sociétés. On peut toutefois opter à l'impôt sur le revenu pour des SARL de famille, donc avec les parents ou les enfants. Le gérant, il est soumis à l'impôt sur le revenu sur ses rémunérations. Et s'il est gérant minoritaire, il sera considéré comme un salarié lambda. Voilà sur la partie SARL. Donc, après, le fonctionnement, je dirais, d'une SARL et d'une EURL, on va voir, c'est le même, puisqu'en fait, la seule différence, c'est que dans le URL, vous avez un seul associé. Dans la SARL, vous en avez au moins 2. Donc, on a une obligation d'établir des statuts qui soient écrits, donc soit en acte sous seing privé ou par un acte notarié, et qui devront être déposés au greffe. En fait, ces statuts, ils vont décrire la vie de l'entreprise, ce qu'elle a le droit de faire, pas faire, et comment et sous quelle forme. Et ensuite, chaque année, les associés prennent les décisions en assemblée, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, en fonction des décisions qui sont prises. Voilà sur le principe de fonctionnement de l'EURL et SARL. Donc, quand on est en SARL, il y a plusieurs associés. Donc, on va nommer un gérant qui aura les fonctions du coup de gérance de l'entreprise, etc. Alors, le gérant, ce n'est pas forcément celui qui a le plus de parts sociales. Hein. Il peut être minoritaire. Ce n'est pas une obligation et il peut même ne pas avoir du tout de part sociale. En fait, ce qui va changer, c'est que si vous êtes gérant minoritaire, vous serez salarié. Si vous êtes gérant majoritaire, vous aurez un statut de travailleur non salarié. Donc, les obligations comptables, hein, c'est de faire un bilan, un compte de résultat, une annexe chaque année, une liasse fiscale qui sera déposée à l'administration fiscale et puis un rapport de gestion avec une assemblée d'approbation des comptes. Le commissaire aux comptes, il peut être nommé dans une SARL, mais alors les seuils à franchir sont assez importants. Donc, au moment de la création, on n'est pas trop concerné par ce sujet-là. Donc, la SAS, alors on verra, c'est SAS, SASU en même temps. La SASU, c'est quand vous n'avez qu'un seul associé. La SAS, c'est quand il y en a au moins 2. C'est pareil, le capital social, il est minimum 1 euro, il n'y a pas de minimum autre. Les associés, c'est eux qui déterminent dans les statuts les règles d'organisation. On va nommer un président qui va être une personne physique la plupart du temps ou une autre structure et qui est associé ou non. Comme dans la SARL, la responsabilité elle est limitée à vos apports.
et c'est une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Le président, lui, verra ses revenus de président imposés dans la catégorie des traitements et salaires, et il est assimilé à un salarié, donc il a un bulletin de paye classiquement, et il paye des cotisations sociales comme un salarié lambda, je dirais. Donc la SAS, effectivement, on voit de plus en plus de SAS se constituer plutôt que la SARL, puisque pendant longtemps, le fonctionnement du RSI a été un petit peu chaotique et du coup, les gens voulaient sortir de ce régime et se tournaient plutôt vers la SAS. Il faut savoir que c'est un statut qui coûte plus cher en termes sociaux que le statut de travailleur non salarié. Après, sur les règles, je dirais qu'elles sont peu ou prou au niveau juridique les mêmes que celles de la SARL, à savoir qu'il faut constituer des statuts qui seront déposés et enregistrés au greffe. Tu peux juste rappeler sur ces termes comme la RSI, par exemple? Ah oui, alors le RSI, ça n'existe plus en plus, c'est resté, maintenant c'est l'URSSAF, c'est l'organisme collecteur des cotisations des travailleurs non salariés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes travailleur non salarié, on appelle vos cotisations en entreprise individuelle sur le résultat fiscal et quand on est en SAS ou en SARL, sur les rémunérations, en SARL, pardon, sur les rémunérations que vous avez prélevées. C'est-à-dire que si vous prenez 1 000 € de rémunération, ça va être calculé sur ces 1 000 €. Alors qu'en SAS, comme vous avez un bulletin de salaire, vous avez peut-être tous déjà été salariés dans votre vie, quand on a 1 000 € en bas, sur le haut du bulletin, on a plutôt 1 500 et les cotisations sont calculées sur cette base de 1 500. Donc, ça coûte un peu plus cher à l'entreprise. Mais c'est payé régulièrement, alors que dans le principe de l'URSSAF, travailleurs non salariés, les cotisations, elles sont déclarées avec un an de décalage. Et du coup, il y a toujours du rattrapage, ce qui peut être un petit peu chaotique en trésorerie les 2 premières années d'activité, quoi. Donc, les associés dans une SAS, ils ont des droits, c'est d'être informés, des droits financiers pour toucher des dividendes lorsqu'il y en a, et puis de participer aux assemblées générales. Donc, après, il y a plein de choses. Je dirais que la SAS, on fait vraiment dans les statuts, on crée comme on veut, donc il faut vraiment se faire accompagner puisque c'est ce qui va déterminer la suite. Et je dirais que même si vous vous constituez tout seul en SASU au départ, les statuts, ils ont tout autant leur importance parce que si dans le futur, vous voulez faire entrer un nouvel associé, eh ben, c'est les statuts d'origine qui font foi et qui s'appliquent. Donc, si vous avez prévu des règles complètement buesques parce que vous disiez je suis tout seul, ce n'est pas très grave, ben, le jour où on veut faire rentrer un nouvel investisseur, ça peut poser problème et du coup coûter de l'argent pour rien pour réécrire des statuts corrigés qui pourront s'adapter à l'entrée d'un nouvel associé. Donc, le président de la SAS, donc, soit il est nommé dans les statuts, soit on le nomme dans un acte séparé. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est soit une personne physique, ce qui est souvent le cas quand on crée des structures, parce qu'après, ça peut être une personne morale, c'est-à-dire une autre société, mais ça, c'est quand c'est des montages un petit peu plus complexes. Donc, il y a un seul président dans une SAS. Alors, souvent, quand on constitue à 2, eh ben, le deuxième associé, il est directeur général, ce qui permet à chacun d'avoir quand même une fonction de mandataire. Donc, le président, celui qui a les pouvoirs les plus étendus, il peut donner par contre des délégations à ses directeurs généraux s'il y en a. Et du coup, après, on organise toujours en fonction des statuts le fonctionnement de ces deux profils, je dirais. Donc, la SAS, elle doit elle aussi établir des comptes annuels, dans les mêmes conditions, réunir une assemblée tous les ans pour approuver les comptes de l'exercice clôturé et en fonction de certains seuils, avoir un commissaire aux comptes. Donc, si on résume nos 4 statuts, dans l'entreprise individuelle, c'est un entrepreneur tout seul, il n'y a pas de capital, sa responsabilité, elle est limitée au patrimoine professionnel. L'imposition, elle est par nature à l'impôt sur le revenu, mais depuis le 15 mai, l'entreprise individuelle peut opter à l'impôt sur les sociétés. Et ça, pendant les 5 premières années, après, on peut révoquer cette option, mais c'est définitif. Et on a un statut de travailleur non salarié. Pour l'EURL, donc c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, on a un seul associé, un capital qui est libre. La responsabilité est limitée aux apports.
on est à l'impôt sur le revenu ou option impôt sur les sociétés et on est là aussi un travailleur non salarié. Dans la SARL, on est sur le même principe. La seule variation est qu'on est par nature à l'impôt sur les sociétés et on peut opter à l'impôt sur le revenu et qu'en fonction de si on est majoritaire, c'est-à-dire qu'on représente la part la plus importante des parts sociales, eh bien, on sera travailleur non salarié. Si on est minoritaire ou égalitaire, on sera assimilé à un salarié avec un contrat de travail et un bulletin de salaire. Alors, je fais quand même une petite aparté sur la responsabilité. On considère que la responsabilité est limitée aux apports dès lors qu'on a une gestion saine de sa structure. C'est-à-dire que si on fait n'importe quoi et qu'on lèse des tiers, après, là, ça relève du tribunal pénal et on peut avoir une responsabilité personnelle d'impliquer. La SAS, la SASU, donc il y a pas, le nombre d'associés, il est illimité, le montant du capital est libre. On est sur une imposition sur les sociétés et avec un président qui est assimilé salarié. Donc, vous voyez déjà… Hein, est-ce que sur cette partie-là, déjà, vous avez des questions? Pour l'instant, je ne vois rien dans le fil de discussion. Je ne vois pas de mal-levé spécifique. Juste le petit parallèle avec ce qu'on peut vous faire travailler sur nos réseaux d'accompagnement. Vous voyez, nous, on reste dans tous les cas en général généraliste. Là, dans ce que vient vous présenter là, il y a quand même beaucoup de données et le fait de travailler beaucoup en amont votre projet pour ensuite flécher tous ces choix est très, très important. Oui, Gaël, je t'en prie. Il faudrait activer le micro. Oui, micro, s'il te plaît. C'est bon? Oui. Tu m'entends? Ouais, oui. Bonjour à tous. Moi, j'avais une petite question par rapport tout à l'heure. Laure, tu disais que du coup, si j'ai bien compris, en entreprise individuelle, le salaire, c'est le résultat. C'est bien ça? C'est assimilé. En fait, fiscalement, l'administration assimile le résultat de l'entreprise, c'est imposé à la place d'un salaire. Alors, effectivement, après, on ne prend pas forcément la totale. C'est là où il faut effectivement jauger dans les prévisionnels, parce que si vous faites un résultat de 10 000 euros, mais que vous prélevez que 6 000 euros parce qu'il n'y a pas de trésorerie, bah, vous allez être imposé sur plus que ce que vous pouvez prendre et vous allez payer des cotisations sociales également sur ces 10 000 euros, alors que vous n'aurez encaissé que 6 000 euros à titre perso. D'accord. Et à l'inverse, si par exemple, alors l'autre question, c'est est-ce qu'on peut, enfin dans les charges qu'on peut prendre en compte, est-ce que si on a un cabinet plus qu'on exerce chez nous, est-ce qu'on peut prendre une partie de nos charges de chez nous? Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis en couveuse, donc du coup, dedans, il y a une partie de mon téléphone, de mon eau, de mon électricité, de la taxe d'habitation, etc., qui rentre parce qu'il y a 40 mètres carrés que j'utilise chez moi en plus du cabinet. Oui, ça marche. Il faut arriver à justifier auprès de l'administration fiscale, mais on a effectivement des clients pour qui on a une partie de l'habitation principale qui rentre en plus des locaux extérieurs. Du coup, de ce fait, si tu veux, par exemple, sur un chiffre d'affaires on était sur 10 000 euros, c'est ça? Admettons, sur 10 000 euros, tu as 6 000 euros de charge et puis donc il te reste 3 000. Sauf que dans les 6 000, tu as des choses que, du coup, que moi je paye puisque c'est sur mon compte bancaire, moi perso, qui est prélevé ma taxe d'habitation, mon eau, mon élec. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce qui correspond? Parce que finalement, en compta, dans l'obligation comptable de faire un bilan, en entreprise individuelle, cette charge, elle va être considérée comme une dette vis-à-vis de l'entrepreneur. D'accord, donc je peux récupérer ça. Oui. Alors après, donc sur tout ce qui est eau, électricité, tout ça, c'est des codes-parts, ça ne pose pas de souci. Souvent, il faut peser le pour et le contre parce que si vous facturez à votre entreprise un loyer pour l'utilisation des mètres carrés, bah, ça vient dans vos revenus fonciers à titre personnel. Et les revenus fonciers, c'est une catégorie de revenus qui sont imposés de manière assez significative puisqu'il y a déjà 17,2 de prélèvements sociaux, quel que soit votre taux d'imposition. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas toujours judicieux de se facturer un loyer. Du coup, en fait, la seule solution pour que je récupère tout ça, c'est de facturer un loyer, c'est ça? Non, c'est que du coup, il faut facturer les charges, mais pas forcément un loyer.
Oui, c'est ça. Non, non, l'idée, c'est vraiment de facturer les charges au réel. Donc, voilà. Si je facture les charges au réel, ça fonctionne. Oui. D'accord. Je te remercie. Je crois que c'est tout pour le moment. Merci Gaëlle. Frédéric? Oui, bonjour. Alors, moi, je débute complètement là-dedans, donc c'est un peu, je suis un peu en brasse coulée. J'avais juste une petite question par rapport à la SARL. Du coup, si les associés, admettons 3 associés, ont exactement le même nombre de parts, est-ce que les 3 sont égalitaires? Oui. Oui, super. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un statut de travailleur non salarié C'est dans ça, les c'est au choix, en fait, quand on est égalitaire. Alors, sauf, j'apporte la précision, si dans les associés, il y a monsieur, madame. Ok, ça marche. Non, non, il n'y a pas, mais Parce que là, on prend le cumul. En fait, si c'est le même foyer fiscal, on prend le cumul pour calculer le fait d'être majoritaire ou non. Donc, si c'est 3 personnes complètement indépendantes l'une de l'autre, on sera sur 3 minoritaires et du coup, sur 3 égalitaires, pardon. Et du coup, là, ça reste un choix. C'est-à-dire que là, c'est pas, on est salarié, de base, on est salarié assimilé, mais on peut demander à être travailleur non salarié. ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Rien, merci Frédéric. Claude, qui avait Oui, une bonjour à question aussi. tous. J'ai 2 petites questions. La première, ça concerne, est-ce que le statut matrimonial est très important pour la société ou pas du tout? Enfin, pour quand on crée une société ou pas du tout? Alors, je dirais que le statut matrimonial, il est très important. Oui et non, en fait, ça dépend de ce que vous allez avoir besoin. Parce que c'est ce qu'on disait, aujourd'hui, la responsabilité, elle est limitée aux apports. Donc, si vous apportez 3 000 €, votre responsabilité, elle est limitée à ça. Alors ça, je dirais, entre guillemets, c'est un peu sur le papier quand même. Parce que si vous avez besoin de souscrire un emprunt bancaire, il peut arriver que la banque, elle vous demande de vous porter caution personnelle sur cet emprunt. Et auquel Oui, cas, là, on n'est plus limité aux apports puisqu'on sait porter caution de soi-même. Et oui, dans ce cas, le régime matrimonial a une importance puisque si vous êtes marié sous un régime de séparation de biens, votre caution, elle va être que sur vos biens à vous. Si vous êtes marié sur un régime de droit commun, enfin d'universalité, c'est le patrimoine, la caution, elle porte sur l'ensemble des biens du foyer, quoi. d'accord. Et au niveau fiscal, donc là, il n'y a pas d'intervention du fisc s'il y a un souci ou quelque chose. Non, D'accord. Ok, je comprends. Je vous dis ça parce que j'ai eu un souci. Moi, j'étais en nuit pendant, on va dire, une dizaine d'années et ça s'est mal passé. ah bah oui, parce qu'en fait, c'est ça, la nouveauté, enfin, ça date du 15 mai, hein. Effectivement, c'est tout nouveau, hein, puisqu'avant, jusqu'au 15 mai, quand on était en entreprise individuelle, on n'était pas du tout protégé, puisqu'il y avait une confusion Et oui, complète c'est du ça. patrimoine. Et là, Tout le à régime fait. matrimonial avait toute son importance, effectivement. Exactement. Voilà. Sinon, j'avais une petite information à vous donner, c'est de faire attention au statut de l'entreprise par rapport à votre profession, parce qu'il y a des professions qui nécessitent un statut Tout particulier. à fait. Et soit c'est des professions réglementées, soit On va on en va parler proposer. juste après, mais oui, Ah oui, bon, vous avez alors, raison. Non. j'avance trop. Et J'avance c'est bien trop aussi vite. c'est bien aussi d'avoir de partage d'expérience, surtout voilà, pour les Tout à porteurs de fait. projets qui n'ont jamais créé d'entreprise. Je trouve que c'est important. Donc, merci en tout cas pour vos questions. Je pense Pas de rien. qu'effectivement, on va essayer de poursuivre. Encore une fois, vous voyez pourquoi aussi on travaille avec des partenaires qualifiés, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup de notions qui sont dans le détail, notamment fiscal, juridique et de responsabilité. Hop. Donc, on va voir du coup, hop. Donc, voilà, donc déjà, la première question, c'est de savoir est-ce qu'on a envie de s'associer ou pas. Parce que si on n'a pas envie de s'associer, ça va limiter, hein. Soit on fait une entreprise individuelle, soit on fait une URL, soit on fait une SASU. La protection du patrimoine, aujourd'hui, elle est je dirais, équivalente à peu près sur l'ensemble des statuts avec la remise en question comment dire, du patrimoine qui était confondu sur l'entreprise individuelle, puisque maintenant, il y a bien une scission entre les deux, donc c'est plutôt positif. Donc déjà, est-ce qu'on veut s'associer? Oui, non, c'est, je dirais, la première question. Après, il y a le projet qu'on veut monter. Est-ce que ça demande des investissements très importants ou non? Et là aussi, ça va orienter votre choix, puisque s'il y a besoin de beaucoup d'investissements, souvent, on va se tourner plutôt sur une forme quand même
sociétale. Alors, DSA, ça n'existe plus, hein. C'est vraiment quand on crée des trucs très gros, mais on est plutôt sur la SAS. Et puis, ça va aussi déterminer le montant du capital social que vous allez inclure dans votre projet. Le régime social du dirigeant, parce qu'en fonction effectivement de la forme juridique que vous allez avoir choisie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit vous allez vous retrouver sous le régime de la sécurité sociale des indépendants, soit vous allez vous retrouver sous le régime travailleur, enfin traitement et salaire, qui est le régime classique d'un salarié. Le régime fiscal, bah, c'est pareil. Selon ce que l'on va choisir, on aura un régime fiscal différent. Et effectivement, on en vient à des activités réglementées pour lesquelles, là, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire notamment bah, les débits de tabac, tout ce qui est profession libérale, où on va être plus limité sur certaines activités. Enfin, il y a des choses, selon votre activité, où vous ne pourrez pas choisir, ce n'est pas vous qui choisirez la structure juridique, elle vous sera imposée de par l'activité que vous souhaitez créer. Effectivement, le deuxième point, on dit aujourd'hui dans les SAS, les EURL, les SARL, il n'y a pas de capital minimum. Malgré tout, le capital qu'on met dans sa structure, c'est un peu le risque qu'on est prêt à prendre. Et plus il est faible, plus ça peut être un frein vis-à-vis des fournisseurs, des banques et des clients, puisque une société à 1 euro, ça reflète pas un sérieux forcément, et c'est plutôt pas très bien vu vis-à-vis des tiers. Après, effectivement, l'entreprise individuelle, c'est ce qui va être le plus souple, puisque même si on a une séparation du patrimoine, on reste quand même avec des choses qui sont plus faciles à gérer, alors que quand on est en société, il n'y a plus de souplesse. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple, c'est très simple, le chef d'entreprise qui va se tromper, il passe au supermarché et puis il va payer avec la carte de l'entreprise alors que c'était une dépense personnelle. Soit il la rembourse, mais souvent après il oublie. Soit, alors quand on est dans une entreprise individuelle, ce n'est pas très grave, il y a un compte qui sert à ça où on peut mettre les choses perso dedans. Quand on est en société, c'est tout de suite assimilé à des salaires. Donc, ça fait augmenter la rémunération de l'entrepreneur de manière assez rapide. Et quand on ne fait pas toujours très attention, ça peut faire des surprises parfois conséquentes. Pas confondre les caisses. C'est ça, exactement. Donc, le régime fiscal, allons-y. Donc, il y a 2 modes d'imposition sur les bénéfices, soit l'impôt sur le revenu. Donc, quand on est imposé à l'impôt sur le revenu, l'entreprise, elle va faire des comptes, mais elle ne paiera pas d'impôt elle-même. C'est l'entrepreneur qui paiera dans sa déclaration d'impôt sur le revenu l'impôt qui est dû. Donc, soit quand on est en entreprise individuelle, en société en nom collectif ou en EURL si on n'a pas opté pour l'IS. Alors, souvent, dans, je dirais, 90% des cas, quand on est en EURL, on opte à l'IS. Et après, il y a un deuxième impôt. Une deuxième solution, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est la société ou maintenant l'entreprise individuelle, puisqu'elle peut opter pour une durée de 5 ans, après c'est irrévocable. Et là, c'est la société qui paye son impôt. Donc, jusqu'à 38 000 € de résultat, on a un taux d'impôt à 15%. Et après, on passe sur un taux d'impôt à 25%. Laure, effectivement, il y a une question, c'est l'IS. Oui. Du coup, c'est un sigle, mais si tu peux juste donner… Pardon, c'est impôt sur les sociétés. Là, on est purement dans la fiscalité, hein, donc c'est un autre créneau, si je peux résumer ou vulgariser, un autre degré de fiscalité. C'est ça, c'est soit en fait vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu, donc ce qu'on appelle l'IR dans notre jargon, et là c'est vous à titre personnel qui allez déclarer les résultats de l'entreprise, soit on est à l'impôt sur les sociétés, l'IS, et là c'est l'entreprise elle-même qui paye son impôt et vous paierez votre impôt sur vos salaires. Donc, on voit, donc là, après, ça, c'est plutôt des optimisations à faire plus tard. C'est pour que vous ayez une idée, mais effectivement, on peut optimiser entre est-ce que je prends des dividendes ou est-ce que je prends des rémunérations. Alors, je dirais que ça c'est à voir plutôt dans des entreprises qui sont déjà créées. Et donc, du coup, en tant qu'entrepreneur, donc si je suis entrepreneur individuel,
comme on vient de le voir, il n'y a pas d'imposition au niveau de l'entreprise. Donc, c'est moi, entrepreneur, qui vais payer l'impôt sur le revenu des résultats de mon entreprise avec 3 catégories, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, ça, c'est les BIC, c'est pour les activités commerciales, artisanales, industrielles. Soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dit BNC, ça, c'est tout ce qui est activité libérale, ou les bénéfices agricoles, donc le BA pour les activités agricoles, ou rattachés à l'agricole. Donc, le bénéfice fiscal de l'entrepreneur, en fait, c'est on prend les produits que vous avez facturés, et pas forcément encaissés, et à ça, on va enlever toutes les dépenses qui sont engagées. Et on va établir une déclaration fiscale qui sera envoyée à l'administration fiscale. Et le résultat qu'il y a sur cette déclaration, il faudra le remettre sur votre déclaration personnelle d'impôt sur le revenu. Et quand on est une société à l'impôt sur les sociétés, c'est les rémunérations. Donc, soit en SARL ou en EURL, les prélèvements que vous faites tous les mois, puisque sur ce régime-là, il n'y a pas de bulletin de salaire. Donc, vous prenez des rémunérations mensuelles, mais sans bulletin de salaire. Et pour les présidents, directeurs de SA ou SAS, vous avez un bulletin de salaire. Donc, c'est comme, je dirais, comme ceux qui sont déjà salariés aujourd'hui. Vous avez un brut fiscal sur ce bulletin et c'est ce qu'on impose à l'impôt sur le revenu. Et après, il y a effectivement les dividendes qui peuvent être pris en fonction des résultats et qui sont imposés à un taux de 30% maximum, puisqu'on a le choix entre les imposer soit dans votre revenu classique ou à 30%. Oui, je vais laisser la parole à Denis. Pas Denis Barbery, l'autre Denis. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Étant actuellement à Pôle emploi et avec l'ARE, oui. Est-ce que je peux faire en sorte en entreprise individuelle, de ne pas toucher de salaire pour pouvoir continuer à bénéficier de l'ARE? Comment ça se passe tout ça? Alors, en entreprise individuelle, alors jusque-là, ce n'était pas possible, puisque c'est le résultat qui était… Aujourd'hui, avec l'option à l'IS de l'entreprise individuelle, ça devient possible, puisque en fait, quand l'entreprise individuelle opte à l'IS, ce qui va être imposé chez le chef d'entreprise, c'est les rémunérations. En fait, on retombe sur le même principe que le URL, mais avec la flexibilité de l'entreprise individuelle. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, donc ça veut dire que comment il faudrait que je fasse? Il faudrait que j'ai une attestation. En fait, oui, après on fait. Alors nous, on fait régulièrement. C'est-à-dire qu'après, vous aurez un cabinet d'expertise comptable pour faire votre compta. Oui. Et en fait, c'est l'expert comptable qui, alors selon les pôles emploi, selon les personnes, on n'a pas toujours les mêmes demandes. Soit on fait une attestation mensuelle en disant qu'il n'y a pas eu de rémunération de prise sur le mois soit on fait une attestation pour l'année en disant qu'il n'y aura pas de rémunération de prise. Alors, je dirais que là, ça dépend vraiment, on a tous les cas de figure, mais en tout cas, une attestation de l'expert comptable permet de maintenir l'ARE. D'accord. Donc là, il faudrait que je sois en quel statut, en fait? Soit en entreprise individuelle, mais à l'IS, obligatoirement. D'accord. Soit après les autres statuts sous forme de société, puisque là, il y a soit un bulletin de salaire, soit une rémunération de gérance. Donc, il n'y a pas de souci à faire une attestation. En fait, pourquoi ça ne marchait pas l'entreprise individuelle, enfin, pourquoi l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, elle ne marche pas avec l'ARE, c'est considérer le résultat de fin d'année comme votre rémunération. Donc, du coup, ça fait tout de suite sauter l'ARE. Donc, effectivement, on était jusque-là bloqué. C'est que tous les gens qui étaient dans le système Pôle emploi ARE, on était obligé de les constituer sous forme de société pour qu'ils puissent continuer à avoir leurs allocations Pôle emploi. Ok, merci. Je vous en prie. On poursuit. Donc, le régime social. Donc, effectivement, ce n'est pas le salarié, enfin, ce n'est pas le chef d'entreprise qui va choisir son régime social, c'est vraiment fonction de l'activité et de sa forme juridique. Donc, soit on est travailleur non salarié, donc ça, c'est quand on est entrepreneur individuel, EURL ou SARL,
soit on a un régime de salarié si on est gérant minoritaire ou si on est dans une SAS. Donc, c'est ça, hein, ça reprend. Donc, le statut d'assimilé salarié, c'est vous allez être affilié au régime général, mais vous n'êtes pas un vrai salarié, entre guillemets, puisque vous n'avez plus de contrat de travail. Quand vous êtes président, vous êtes rémunéré pour vos fonctions de mandat, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a personne au-dessus de vous qui vous donne des ordres. Donc, il ne peut pas y avoir de contrat de travail. Et du coup, on ne relève pas du Code du travail, on n'a pas de convention collective et surtout, on ne cotise pas à Pôle emploi. Donc, mais je dirais comme dans aujourd'hui, toutes les activités, malheureusement encore, de chef d'entreprise. Ça peut arriver, mais dans des cas vraiment à la marge, quand il y a des mises en liquidation judiciaire, ce genre de choses, et qu'il restait des droits antérieurs, on arrive à réactiver des choses, mais c'est très compliqué. Il faut partir du principe que quand on devient entrepreneur, quel que soit le statut social, malheureusement, on ne cotise plus à Pôle emploi. Et si demain, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a pas de cotisation. Enfin, il n'y a pas de revenu de remplacement qui rentre. Et le statut de travailleur non salarié, donc ça va être le commerçant ou l'artisan qui va être en SARL ou en EURL ou entreprise individuelle et qui sera affilié à la sécurité sociale des indépendants. Il en est de même pour les professions libérales. Alors oui, c'est l'URSSAF des professions libérales, mais c'est le même principe, hein. On est imposé sur ses revenus ou sur ses rémunérations de gérance. Donc, si on résume, l'entrepreneur individuel ou le URL, il va être TNS, forcément. L'associé gérant ou nom de SNC, ça, c'est quand on crée une société en nom collectif. C'est un peu comme une entreprise individuelle, mais à plusieurs. Donc, il n'y a pas de juridique de fait, il n'y a pas de statut, etc. Alors, c'est des choses qu'on voit plus trop, hein, parce que c'est un peu à part, c'est particulier, ça engendre plutôt des soucis qu'autre chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille. Donc, c'est malgré tout un régime de TNS. Après, on va avoir notre gérant minoritaire de SARL ou de CELARL. Alors, la CELARL, on n'en a pas parlé avant. C'est pour les professions libérales, hein. C'est-à-dire que eux, on leur a rajouté une lettre. C'est une société pour les entreprises libérales à responsabilité limitée. Donc, si on est minoritaire ou égalitaire, on sera sur du régime général. Et si on est majoritaire, on sera sur le régime des travailleurs non salariés. Le dirigeant de SA, le président du CA, tout ça, c'est du travailleur non salarié. Le dirigeant d'SAS, SASU, la CELAS, c'est pareil, c'est pour les professions libérales, c'est du régime général. Et quand on est associé de SCP, donc ça, c'est notamment pour les avocats, les vétérinaires, etc., on va être sur des régimes de travailleurs non salariés. Donc, le statut de salarié, on va avoir, s'il n'y a pas de cotisation, s'il n'y a pas de rémunération, plutôt, pardon, il n'y a pas de cotisation. Et après, on a des cotisations patronales et salariales, comme vous avez sur vos bulletins actuels, pour les gens qui travaillent, ou vous avez sur vos bulletins précédents. Et du coup, ce qu'on a, c'est un salaire net après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Donc, le bulletin de paye, il est fait mensuellement, hein, voilà. Donc, les avantages du régime salarié, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure protection sociale puisqu'on est couvert en cas d'accident du travail, il y a des prestations complémentaires, il y a de la retraite complémentaire. S'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de cotisation. Et quand on prend des dividendes, après, quand on a des niveaux de résultats satisfaisants, ils ne sont pas soumis à cotisation. Les moins, c'est qu'on a des charges sociales qui sont beaucoup plus élevées, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'effectivement, pour avoir un salaire net équivalent en travailleur non salarié ou en régime assimilé salarié, on ne part pas des mêmes bases, donc ça va coûter plus cher. Et puis le moins, c'est que comme on n'a pas de protection contre le chômage, puisqu'il n'y a pas de cumul avec un contrat de travail. Alors le seul, je dirais, qui pourrait avoir dans ce cas-là où on pourrait avoir un contrat de travail et du coup une cotisation à Pôle emploi et un maintien du chômage en cas de défaillance ou d'arrêt de l'activité, ce serait le gérant minoritaire, donc qui est associé, mais qui a moins de, je dirais, jusqu'à 30% des parts, qui n'a pas de signature bancaire. Et là, effectivement, il va remplir les conditions pour qu'il y ait vraiment un lien de subordination entre ce gérant minoritaire et l'associé qui valide les décisions.
On en parle. Est-ce que ça peut être l'exemple notamment des coopératives d'activité d'emploi, de ce qui est portage salarial, etc. Oui, voilà, ça peut rentrer tout à fait. Donc après, si on part donc, sur le statut de travailleur non salarié, donc là, on est affilié à titre personnel. Donc en fait, vos cotisations, c'est des cotisations qui sont par nature à la charge du chef d'entreprise. Alors, par tolérance, elles sont payées par la société ou l'entreprise individuelle. C'est admis par l'administration fiscale, sauf la part de CSG non déductible, mais du coup, c'est considéré par une prise en charge et comme un complément de rémunération. Alors, le seul souci, c'est que ces cotisations-là, si demain il y a défaillance, elles restent dues. Hein. C'est en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de votre entreprise, toutes les cotisations de travailleurs non salariés, comme elles sont des cotisations personnelles, elles sont à rembourser à titre personnel si, il y a défaillance de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas quand on est salarié, puisqu'il y a la garantie des salaires par l'AGS qui prend le relais et qui va payer les cotisations à la place de l'entreprise. Donc, l'assiette des cotisations sociales, c'est ce qu'on disait. Hein. Donc, quand on est dans le statut de travailleur non salarié, lorsqu'on est imposé à l'impôt sur le revenu, elles vont être assises sur le résultat, que vous le preniez ou pas. Et quand on est imposé à l'impôt sur les sociétés, ça va être votre rémunération. Et quand on est en SARL, les dividendes perçus, quand ils font pour au-dessus de 10% de votre capital social. Alors, juste pour la question de Claude, vous n'avez pas parlé Ouais, des coop. Alors, j'imagine des coopératives. À savoir, juste sur les coopératives, c'est des statuts lambda que vient de vous présenter Laure, avec un fonctionnement un peu différent. Et après, je veux bien sur les sociétés RSE. Pour moi, c'est ouais, de la responsabilité sociale entreprise, c'est pas un statut juridique RSE. Ouais, on fait pas. Alors ça, c'est des choses qui se pratiquent très peu. Enfin, c'est vraiment là, on vous présente ce qui se fait de manière plutôt commune et ce qu'on a l'habitude de traiter. Après, c'est des choses alors on fait, hein, mais il faut rentrer vraiment dans le détail et c'est particulier. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Là, ça se veut être plutôt assez généraliste malgré tout. Exactement. Sachant qu'aussi, avec notre partenaire qui est l'Union régionale des coopératives, on propose un zoom spécifique sur le système coopératif, encore une fois, en termes de statut juridique, qui est le support hein, de ce que vient de vous présenter Laure. Et après, en fait, c'est un mode de fonctionnement de gestion avec des contrôles qui assurent que c'est bien dans le mode de fonctionnement d'une coopérative. Et si, voilà, sur la responsabilité sociale des entreprises, on est encore sur quelque chose d'autre. C'est vraiment des manières de fonctionner, mais pas des statuts juridiques ou des régimes fiscaux. Enfin, si je parle sous couvert toujours de l'or, mais voilà, on est sur des applications ou des modes de gestion, des modes de pratique. On n'est pas sur ce que vous présente en termes de régime fiscal, social et juridique. C'est pour ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi parce qu'on vous donnera les contacts ou les dates des visios avec les collègues de l'Union régionale des coopératives. Donc, donc, le régime de travailleurs non salariés, donc les plus, c'est des charges sociales qui sont moins élevées. Hein. Tout à l'heure, on voyait que ça coûtait 43 000 euros pour 100 000 euros. Là, ça n'en coûte plus que 35. Donc, effectivement, ça coûte moins cher. On peut en plus avoir des compléments de protection sociale. Et ça, je vous invite à ouvrir des contrats, ce qu'on appelle Madelin. Alors maintenant, c'est plus Madelin, ils appellent ça, ça vient de changer et je ne sais plus le nom, enfin, qui permettent d'avoir de la prévoyance, une mutuelle, etc. Alors même si au début, effectivement, quand on est chef d'entreprise et qu'on démarre, quel que soit le statut, enfin là j'entends pour les travailleurs non salariés, hein, on n'a pas forcément beaucoup à mettre dans de la protection complémentaire. Sauf que c'est des contrats qui, plus vous allez vieillir et plus les options de base vont coûter cher. Donc, l'idée, c'est de les ouvrir dès le démarrage, même si les montants il y a des planchers et des plafonds, et les premiers montants ne sont pas très, très élevés. Donc, quitte à démarrer avec le minimum sur ces contrats-là, mais au moins, ils sont ouverts et après, à vous de faire varier le curseur en fonction du développement de votre entreprise. Mais c'est important de les avoir dès le départ parce que déjà, une mutuelle, c'est plutôt intéressant. La prévoyance, malheureusement, n'est pas à l'abri de se casser une jambe ou de se casser un bras et de ne pas pouvoir travailler. Du coup, ça permet de toucher des indemnités journalières
un petit peu plus importantes que celles versées par le RSI, enfin l'URSSAF non salarié, qui sont loin de ce que peut toucher un salarié qui serait en arrêt de travail. Donc effectivement, il est important d'ouvrir ces contrats annexes, hein, puisque de base, effectivement, la protection sociale est moins favorable en travailleurs non salariés. Je rejoins vraiment Laure, hein, parce que c'est vrai que c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler. En plus, des fois, en fonction de l'âge, on se dit, c'est pas pour moi, on a le temps, etc. Sauf que c'est une vraie cause d'échec, entre guillemets, de l'entreprise ou de fermeture, parce qu'on n'a pas anticipé toutes ces choses et qu'effectivement, avec certains partenaires, on organise ce type de visio sur la protection vraiment du chef d'entreprise. Nous, quand on accompagne, on dit, pensez d'abord à vous et parce qu'il faut que vous soyez sécurisé pour développer une activité sereine et pas penser à dire si demain je suis blessé, si demain je suis malade, eh ben, je suis dans la mouise. C'est vraiment pas grand-chose, mais au moins de vous renseigner. Encore une fois, nous, on n'a pas de contrat avec les partenaires pour les flécher, mais vraiment penser à cette protection parce que je pense qu'encore trop peu d'entrepreneurs y pensent et c'est vraiment une difficulté non anticipée, des fois volontairement, mais en tout cas qui peut être une cause de fermeture ou d'échec. Tout à fait, parce qu'en plus, alors déjà, ça permet d'une part, parce que alors les IJ, vous n'allez peut-être pas effectivement les prendre pour vous, mais ça permet de pouvoir avoir d'embaucher quelqu'un sans que ça coûte plus à l'entreprise. Enfin, il y a plein de petites choses. Et puis, alors, ce qui est d'autant plus important, c'est une fois que vous les avez ouverts, ces contrats, parce que malheureusement, ça, on le vit régulièrement, il faut les faire vivre. C'est-à-dire que la couverture que vous avez d'indemnité journalière quand vous commencez votre activité, bah, effectivement, si on vous rembourse 30 € par jour, c'est peut-être pas si mal. Sauf que quand vous aurez grandi, grossi et que vous ferez des résultats plus importants, et je vous le souhaite, vous vous paierez de manière un peu plus conséquente, bah, si on vous donne que 30 € par jour, ça ne correspondra plus à vos besoins. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Alors, en phase de démarrage, peut-être pas tous les ans, mais il faut au moins tous les 2 ans, 3 ans, se reposer avec son assureur, mais je dirais au même titre que votre assurance responsabilité civile et matériel, parce que vous allez peut-être avoir besoin d'acheter des machines, d'acheter du stock, des choses, et il faut toujours être couvert au plus juste. Donc, c'est des choses, et on oublie souvent. Je dirais que son assureur, on devrait le voir comme son expert comptable au moins une fois par an. C'est pas toujours le truc le plus rigolo parce que c'est aussi un peu une charge administrative, mais je pense que ça fait vraiment partie de vos casquettes de gestionnaire, d'entrepreneur, de d'abord vous couvrir en premier lieu. Je vois que Claude a peut-être une question Oui, parce ou que une je me souviens. expérience. Merci, Anthony. Je me souviens avoir suivi une formation il y a quelques mois avec vous, enfin, avec Pôle emploi ou BGE, et c'était, je crois, une société d'assurance ou un réseau qui proposait justement pour les entreprises, pardon, une sorte de contrat pour leur permettre de toucher une sorte de capital ou tous les mois pendant un certain temps après comme le chômage en gros. Oui. Je ne me souviens plus du réseau ou de la compagnie, mais c'était une cotisation. Et oui, il y a Tous les mois. effectivement, hein, il y a des alors il y a plusieurs compagnies d'assurance qui le font, hein, des complémentaires chômage. En fait, vous faites vos propres, c'est pas Pôle C'est emploi qui ça. vous paye, c'est vous faites votre complémentaire chômage. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de structures. Alors, des fois, on peut retrouver des micro-assurances, enfin, voilà, des structures associatives ou des dispositifs de l'État qui vont dans ce sens. Je trouve qu'il y a quand même eu, on a peut-être peiné au démarrage, mais aujourd'hui, vous avez, quel que soit votre statut, vos activités, les structures qui se sont organisées pour vous proposer quelque chose quasiment de sur mesure. On voit les pubs, mais en tout cas, pour travailler avec. Donc, n'hésitez pas au moins à solliciter. Encore une fois, après, c'est vos choix en fonction de vos critères, mais n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher de vos conseillers qui vous accompagnent. Enfin, je pense que dans tous les acteurs de la création d'entreprise, on a quand même assez de réseaux pour vous donner des coordonnées. Et au même titre, je pense que votre partenaire bancaire, vous avez peut-être été en voir 2 ou 3. Bah là, c'est aussi l'occasion de comparer pour que ça soit plus sur mesure, entre guillemets, pour vous et votre activité et tout ce que Laure vous présente depuis tout à l'heure. En tout cas, se faire aider, ça c'est le principal conseil. Et puis, pourquoi ne pas aller voir un expert comptable qui va vous donner aussi peut-être des pistes que vous n'avez pas connaissance ou que vous ne prenez pas conscience.
Donc, C'est tout l'intérêt de cette continuité de parcours où on essaye de vous amener à rencontrer les divers partenaires, déjà parce qu'ils ont des points de vue, des spécificités qu'on n'a pas, surtout quand on est généraliste. Derrière, ça peut être potentiellement aussi du réseau, parce qu'ils connaissent beaucoup d'entrepreneurs, donc il faut jouer aussi, de vous faire connaître. Et puis après, effectivement, je pense qu'on est tous là pour votre réussite aussi, hein, même si c'est nos métiers, mais on est là pour vos réussites. Donc n'hésitez pas à aller les solliciter. Bon, je vous propose qu'on poursuive, Laure. Oui, allons-y. On va passer du coup à la micro-entreprise. Oui, il y a beaucoup de questions. Je vous laisse vu. Je sais qu'en général, c'est quelque chose où on est beaucoup sollicité, tous autant qu'on est. Il y a énormément de questions et c'est quand même 70% de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Juste, on laisse finir Laure sur sa présentation, et puis soit je prends les questions sur le chat, je lui poserai à la fin. Voilà, je pense que là, il faut qu'on ait une vision complète. Oui, oui, oui. Donc, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un régime social et un régime fiscal simplifié, ce qui permet à l'entrepreneur effectivement de se consacrer pleinement à son activité. Donc, alors non, cette phrase-là, elle n'a pas été supprimée. Donc, ça ne peut plus être une entreprise individuelle à responsabilité limitée puisque ça n'existe plus. Le micro-entrepreneur, il peut exercer autant une activité d'agent commercial, de commerçant, d'artisan commerçant ou une activité libérale. Il y a certaines activités réglementées seulement qui ne peuvent pas être faites par un micro-entrepreneur. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Et pour pouvoir être en micro-entreprise, il y a des seuils annuels de recettes à respecter. Donc, le régime de la micro-entreprise, on prend des années d'exploitation avec un chiffre d'affaires annuel qui ne doit pas dépasser 176 200 quand on fait une activité de vente, en gros, et 72 600 pour des activités de prestation de services et pour les activités non commerciales. Donc, tout ce qui est quand on facture de la prestation intellectuelle, des formations, des choses comme ça, là, on va rentrer dans l'activité non commerciale, donc c'est 72 600. Et à ce régime fiscal de la micro-entreprise, on peut aussi bénéficier d'un régime micro-social. Donc, le régime micro-social, on va faire une déclaration d'activité de micro-entrepreneur qui va entraîner automatiquement l'option pour régime micro-social simplifié et on va régler les cotisations du coup de manière simplifiée avec un paiement soit mensuel, soit trimestriel. C'est un montant forfaitaire en fonction de votre chiffre d'affaires encaissé et quand c'est nul, il n'y a pas de prélèvement. Le forfait social, il comprend l'assurance maladie maternité, les indemnités journalières, la CSG-CRDS, les allocations familiales, la retraite de base, la complémentaire obligatoire et puis l'invalidité d'essai. Donc, vous relevez au niveau fiscal d'un régime micro-entreprise et vous allez du coup avoir des revenus qui vont être soumis à l'impôt sur le revenu avec un abattement forfaitaire de 71, 50 ou 34% selon votre activité. Mais vous pouvez procéder, alors en fonction de votre revenu fiscal de référence, à un versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, pour ça, il faut que la part de quotient familial, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre foyer fiscal, quand vous prenez le revenu fiscal de référence de 2020, parce qu'on c'est 2 ans en avant, et qu'on le divise par le nombre de parts du foyer, ça ne doit pas être supérieur à 25 710 €. À calculer du coup. C'est ça, c'est à calculer parce que c'est par part. Donc, si vous êtes tout seul, si vous avez un revenu fiscal de moins de 25 710, vous êtes éligible au prélèvement libératoire de l'impôt. Sinon, vous aurez l'abattement et après, ce sera soumis au barème progressif. Alors après, il faut regarder parce que c'est pas toujours le versement libératoire. Je dirais que c'est vraiment en fonction de chaque activité. C'est pas toujours intéressant en fonction de l'abattement et du secteur dans lequel on se trouve. Donc voilà, là, ça récapitule globalement le tableau. Donc, quand on a une activité de vente de marchandises, on a des cotisations sociales de 12,8. CFP, c'est la cotisation formation professionnelle. TFC, je ne sais plus ce que veut dire le sigle, mais c'est 0,02%. Le prélèvement libératoire, ça c'est si on prend l'impôt en prélèvement libératoire, ce qui nous fait un taux de 13,92. Et si on ne prend pas le taux libératoire, on a un abattement de 71% sur l'impôt sur le revenu. Les autres prestations de services artisanales, on déroule de la même manière et ainsi de suite. Donc, je dirais que sur des professions, les taux, effectivement, d'une activité à l'autre sont plutôt
plutôt différent en termes notamment, l'impact, c'est les cotisations sociales. Hein. Parce que quand vous allez être sur une activité de négoce, vous allez avoir des cotisations à 12,8. Sur les autres, on est à 22 partout. Hein. Donc, c'est malgré tout un coût significatif puisque c'est basé sur vos recettes. Donc, la micro-entreprise, alors effectivement, c'est quelque chose de facile, mais ce n'est pas toujours le plus intéressant en termes de coût fiscal et de coût social. Ça se calcule. Donc, les obligations comptables, en fait, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que quand vous êtes en micro-entreprise, il n'y a pas de bilan et pas de compta à déposer. Donc, la seule obligation que vous avez, c'est de tenir un registre des recettes et un registre des achats. Et vous devez avoir un compte bancaire dédié pour votre activité de micro-entrepreneur. Et on peut, alors ça c'est depuis maintenant quelques années, vous pouvez être en micro-entreprise et être soumis à TVA, puisque les seuils sont complètement dissociés. Avant, le seuil de la micro-entreprise était le même que le seuil de la franchise de TVA. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on peut rester en micro-entreprise et avoir un régime de TVA. Et auquel cas, quand on est en micro-entreprise et en TVA, ça peut être intéressant d'avoir un cabinet d'expertise comptable uniquement pour faire les TVA. Nous, ça arrive, on a des micro-entrepreneurs qui n'ont pas d'obligation d'avoir une compta tenue, mais quand il faut faire les déclarations de TVA et qu'il y a des demandes de renseignements de l'administration fiscale sur des remboursements, c'est toujours mieux quand on n'est pas tout seul. Là, pareil, juste pour le complément, c'est vrai que tous les cabinets comptables et experts comptables, il y a aussi eu des forfaits ou entre guillemets des prises en compte de tarifs spécifiques pour ce type de prestations. Enfin voilà, vous êtes adapté aussi. Et ça peut être intéressant parce que, pareil, hein, ces notions de TVA peuvent être intéressantes et des fois mettre en difficulté parce qu'on sait mal les gérer. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'être aidé. Donc après, la sortie du dispositif, c'est soit une déclaration de cessation d'activité au CFE, soit, ça c'est si on veut le faire de manière volontaire alors qu'on est toujours dans les seuils de la micro-entreprise, soit dès lors où on va dépasser les seuils, on va avoir une sortie automatique du dispositif. Et après, du coup, il faudra opter soit pour un régime réel, soit pour un régime simplifié. Et si on n'a pas déclaré non plus de chiffre d'affaires pendant 24 mois, vous êtes sorti du dispositif également. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle qui est enregistrée au répertoire des métiers ou au registre du commerce selon l'activité. On a un statut de travailleur non salarié avec un régime particulier qui est le micro-social. Et au régime fiscal, on est sur le régime de droit commun ou on opte pour le versement fiscal libératoire. Il faut faire attention à ne pas dépasser un certain nombre de chiffres d'affaires si jamais on veut rester dans ce régime-là. Et donc, la micro-entreprise n'a pas d'obligation comptable. Voilà ce que l'on peut dire sur le sujet. Les coordonnées de Laure. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Alors, on sait, hein, c'est assez dense, mais l'idée pour nous, c'était de vous présenter un petit peu le panel des statuts juridiques, des régimes fiscaux et sociaux, et vous rappeler aussi que tout le travail qu'on vous demande en amont, vous voyez qu'il y a quand même plein de choix, plein de spécificités, et plein d'orientations. L'idée, c'est que quand on travaille en amont, derrière, c'est pour que quand les collègues comptables et plus experts sur leur thématique puissent vous orienter au mieux en fonction de vos choix et de vos activités. Oui, Gaëlle. Ah oui. Je suis là. Du coup, j'avais deux petites questions. Est-ce qu'on a besoin d'un logiciel comptable, genre c'est en ligne, quand on est à l'entreprise individuelle? Alors, en entreprise individuelle, on a besoin soit d'un logiciel comptable si on fait sa saisie soi-même, soit si on la donne à un expert comptable, il n'y a pas besoin de logiciel comptable. Donc, ça, c'est en entreprise individuelle. Hein. En micro-entreprise, il n'y a pas besoin. Oui, en entreprise individuelle. Si vous faites vous-même, il faut que vous ayez un logiciel comptable puisqu'il faut être en mesure de fournir à l'administration fiscale ce qu'on appelle le fichier des écritures comptables. Et du coup, il faut que ça soit tenu sur un logiciel. Alors, après, je ne sais pas ce que vous avez comme formation. Par expérience, si c'est uniquement dans un souci d'économie, ça vous coûtera
pas beaucoup moins Non, cher. non, non. D'accord. C'était pas un souci d'économie, c'était pour savoir s'il fallait absolument un logiciel ou si c'était Non, mais le on souci pouvait d'économie, faire- c'était pas dans ce sujet-là, c'était Pardon. l'envie de faire sa saisie soi-même. Allez-y, allez-y. Je vous Est-ce que écoute. si vous voulez un logiciel comptable, c'est que vous voulez faire votre saisie comptable vous-même. Ouais. Et là où je disais qu'il n'y avait pas forcément d'économie, c'est le cabinet que vous lui confiez la saisie ou que vous la fassiez vous-même. Souvent, le différentiel de tarif n'est pas très important parce que, alors, sauf si vous avez eu une formation comptable mais souvent, du coup, on se retrouve avec de la compta un peu artistique parce que Non, chacun mais son métier. il n'y a pas de souci. J'avais l'habitude de travailler. J'étais l'assistante de Ah direction de voilà, non mais Monsieur voilà, c'est ça. Mais parce Laurent. que des fois, on se rend Voilà. compte que Je travaillais avec il y a des Compta chefs France. d'entreprise qui, par souci Non, non. d'autonomie, veulent faire leur compta eux-mêmes et finalement, ça leur revient plus cher que s'ils avaient Ouais, tout non, payé non. parce que malheureusement, on refait toute la compta, quoi. Non, non, j'ai l'habitude de préparer les comptes pour vos Ah, collègues oui, donc dans ce cas-là, donc faut un logiciel. Ouais, ça Après, il faut marche. vous rapprocher Et des fois du cabinet qui va par contre arrêter le bilan, parce que souvent maintenant, les cabinets ont des solutions de logiciels mis à disposition de leurs clients qui coûtent moins cher, où il y a une maintenance, la sauvegarde, tout est comprise dedans et c'est oui, plus… oui. Bah, j'ai déjà votre collègue Laetitia qui m'a fait un devis, donc j'ai Ah déjà bah trouvé voilà. pas de souci. Là, Mais ça c'était par rapport peut-être juste effectivement par rapport à ça, c'est des choses des fois qu'on parlait avec Denis. Alors sur d'autres sujets, hein, ça peut être sur des baux commerciaux, sur des choses très spécifiques. Prenez des renseignements et attention à des fois tout ce que vous voyez sur Internet, mais j'irai même sur des formations ou des choses comme ça. Le simple, rapide et pas cher, il est toujours attrayant, attractif. J'ai envie de dire, des fois, on peut aussi avoir des retours d'entrepreneurs où ça a pu les mettre dans la mouise, ou en tout cas, c'était peut-être la fausse bonne idée. Donc, soyez vigilants, nous, enfin, c'est notre message, d'être vraiment vigilants sur toutes les publications sponsorisées des réseaux sociaux, de tout ce que vous voyez sur Internet ou les faux démarchages. Voilà. Prenez au moins les renseignements en amont et les conseils peut-être. Oui, merci. Et la deuxième Oui, question, ouais, non, mais c'est bien ce que tu dis parce qu'effectivement, l'idée derrière, c'est est-ce que je dois avoir le logiciel comptable de mon cabinet comptable ou est-ce que si j'ai un Sage ou un autre truc, voilà, est-ce que je peux l'utiliser voilà, c'était ça. Il n'y a C'était ça aucune l'idée. obligation d'avoir le logiciel comptable de votre cabinet comptable. Je dirais que souvent, l'avoir, c'est que ça simplifie les échanges parce que lui, il peut Ouais. regarder tout au long de l'année et puis ça vous évite d'avoir à la fin de l'année à repasser toutes les écritures de fin d'année puisqu'il va les saisir directement dans… Si vous utilisez Oui. le même logiciel, il va les passer sur votre logiciel, enfin, sur le logiciel commun. Si vous n'utilisez pas le même logiciel, il va vous envoyer des pages et des pages d'écriture à repasser. Ouais, je vois l'idée. Et tout à l'heure, donc, on parlait d'impôt sur le revenu, d'IS. Donc, je suis toujours en entreprise individuelle. Hein. C'est ça mon idée, hein, moi. On parlait d'impôt sur le revenu, d'IS, mais tout ça, c'est en dehors des cotisations sociales. C'est bien ça va ça. avoir un impact. C'est-à-dire que si vous êtes entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, vos cotisations sociales, elles vont être calculées sur le résultat de l'entreprise. Et vous serez imposé à titre personnel sur le résultat de l'entreprise. Si vous êtes entrepreneur individuel à l'impôt sur les sociétés, vous allez vous verser une rémunération comme dans une URL et vos cotisations, elles seront calculées sur cette rémunération. Voilà, alors ça, j'ai bien compris l'idée. Et la question est de quel pourcentage sont les cotisations? Est-ce que c'est le même pourcentage des deux côtés? Ah oui, c'est le même pourcentage. Et vous c'est savez 45% combien? à peu près. 45% soit du résultat, soit des recettes. D'accord. Avec ça marche. Jusqu'à 7 000 € de recettes ou de rémunération, on est sur les bases minimales à 1 500 €. Par an ou par mois? Jusqu'à 7 000 € 7 000. de revenus, enfin de base servant au calcul des cotisations, on est plafonné à 1 500 € de cotisation. Mais par an ou par mois? Ah oui, par an. Par an. Par an. Par an. Donc, 1500. Et si vous non, on prenez est pas plafonné à 1 500 € minimum de cotisation, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que de 0 à 7 000, c'est 1 500. D'accord.
ça marche. C'est bon pour toi, Et Gaëlle? ça, quoi qu'on choisisse, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, c'est juste la base en fait qui n'est pas la même, mais après c'est la même, le calcul est identique. Voilà, c'est ça. Merci, c'est bon. Oui. Merci Gaëlle. Denis? Oui, moi j'ai une question. Je vais pouvoir bénéficier de ma pension de retraite de salarié dans quelques mois. Oui. Est-ce que j'ai l'objectif de ma création d'entreprise, c'est un complément finalement. Est-ce que j'ai des précautions à prendre ou à quoi je dois faire attention dans la forme, le statut par rapport à ça? Je dirais que du coup, vous avez plutôt dans votre cas, alors après, c'est à étudier vraiment dans le détail, mais sur le principe comme ça, en global, j'aurais tendance à dire qu'on s'oriente plutôt sur une SAS avec pas de rémunération et que des dividendes, puisque vous avez déjà touché votre retraite, donc quel que soit le statut, vous allez continuer à cotiser à la caisse de retraite, ce qui ne sert à rien, puisque vous aurez déjà fait valoir vos droits à la retraite. Donc, on va plutôt se diriger sur une SAS où on n'aura pas de rémunération et où tout sortira en dividendes, ce qui permet de ne pas cumuler les cotisations sociales. Alors après, il faut vraiment regarder au cas par cas, puisqu'il faut faire attention malgré tout dans les cas de retraite à être vraiment en retraite à taux plein, d'avoir un délai suffisant pour pas qu'il y ait un problème dans le cumul emploi-retraite. Donc, il y a des règles assez particulières. Donc ça, après, il faut contacter un professionnel, mais je dirais qu'il y a pas de… ça se fait. Après, il faut justement, effectivement, être malin et judicieux dans les choix qui sont retenus. Mais un cabinet comme le vôtre, vous pouvez venir en conseil précisément là-dessus. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Ah si, excusez-moi, une deuxième question. En entreprise, en micro-entreprise, quel est l'intérêt de demander à être compatible TVA? C'est pas l'intérêt, c'est que les seuils ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, alors je vous les ai pas remis. Alors, ils bougent tout le temps, mais globalement, sur les prestations, c'est 34 000 €. Donc, au-dessus de 34 000 € de chiffre d'affaires, on est obligé d'être à TVA. Et sur l'activité de vente, c'est autour de 60. 84 alors. Merci Denis. C'est 84 000 €. Donc, si vous vendez plus de 84 000 € de marchandises, en fait, c'est pas une volonté de le faire. C'est qu'au-dessus de 84 000, on est forcément à TVA. J'avais compris qu'en dessous de ce seuil, on pouvait demander. Après, on peut demander. Alors, il n'y a pas forcément, il n'y a pas toujours d'intérêt. Je dirais que ça dépend vraiment. C'est pareil de l'activité. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un du bâtiment à TVA, il va acheter des matériaux à 20%, il va facturer selon ce qu'il fait de la TVA à 5%, il sera toujours en crédit de TVA. Donc, c'est intéressant pour lui de la récupérer. C'est vraiment propre à chaque activité. D'accord. C'est vraiment le jeu de TVA qui fait que des fois, c'est ça, c'est que c'est intéressant de pouvoir la déduire. Et c'est ça. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, on a les collègues fiscalistes, parce que selon les activités, c'est quand même beaucoup plus propice et beaucoup plus intéressant, sachant qu'on se dit souvent que sur le bâtiment, on peut très rapidement arriver au seuil finalement. Donc, c'est ça. Après, effectivement, dans des activités de prestation de services où il y a très peu de charges, il n'y aura pas d'intérêt à être à TVA. Il faudra essayer de limiter. Après, le problème, c'est qu'il y a un moment où je dépasse le chiffre. 34 000 €, c'est très vite atteint, finalement. Enfin, on se rend compte que c'est… OK, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes. N'hésitez pas à en profiter le temps qu'il y a Laure et Denis. Oui, on sait, ça fait peut-être beaucoup d'infos sur le… si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je vous renvoie le support.